La semaine dernière, lors d'un discours à la bibliothèque Nixon, le vice-président J.D. Vance a lâché une bombe. Si vous regardez comment l'État profond a fait tomber Richard Nixon, ce n'est pas si différent de ce que les mêmes groupes de personnes, les mêmes institutions ont essayé de faire à Donald Trump lors de sa première administration. Quelques minutes plus tard, dans cette même interview, le vice-président nous a donné un indice quant aux raisons pour lesquelles les deux présidents ont été pris pour cible. Il méditait sur l'épitaphe du mémorial de Nixon et il l'a cité. Le plus grand honneur que l'histoire puisse conférer est de qualifier quelqu'un d'artisan de la paix. Si vous levez le voile sur les propos du vice-président concernant les forces de l'État profond qui se sont attaquées aux deux présidents et à leur combat pour la paix, vous découvrirez la vérité cachée sur l'implication britannique dans un siècle de guerre et sur le rôle d'Henry Kissinger dans la perpétuation de nombre d'entre elles. Je suis Suzanne Kokinda. Non seulement j'ai assisté au déroulement du Watergate depuis les premières loges à Washington, mais je l'ai combattu en le dénonçant comme un coup d'État de la CIA. Voici ce que je vais aborder aujourd'hui. Comment les propos de J.D. Vance éclairent la bataille entre la politique étrangère américaine et les politiques d'Henry Kissinger, dictées par les Britanniques. Comment le Liban est devenu l'une des premières victimes des politiques de Kissinger et comment cette administration est enfin en train d'inverser la tendance. Comment un essai d'armement au Nouveau-Mexique annonce la fin de la doctrine stratégique de Kissinger. Allez, revenons à ce que le vice-président J.D. Vance a dit à la bibliothèque Nixon. Je suis en réalité fasciné par Nixon en tant que personnage historique. Je pense que son héritage historique connaît une sorte de renaissance et je pense que c'est mérité. C'était un véritable génie politique. Et je suis fasciné par les personnages historiques qu'il cite, car vous savez, l'une des autres leçons à tirer de Richard Nixon, c'est qu'il n'est pas seulement sorti du Vietnam, mais qu'il en est sorti en position de force. Vous avez remarqué ? Hors du Vietnam, parce que Richard Nixon était le deuxième président républicain de l'après-guerre à occuper le même poste. Sortir les États-Unis d'une des guerres perpétuelles de la Grande-Bretagne. Voici le schéma que personne ne vous montre. Avant que Nixon ne mette fin au Vietnam, Dwight Eisenhower avait mis fin à la Corée. Et Eisenhower a fait quelque chose d'encore plus important. En 1956, lorsque la Grande-Bretagne, la France et Israël ont tenté de s'emparer du canal de Suez, le président américain a résisté à cette tentative et les a forcés à se retirer. Réfléchissez-y. Un président américain qui dit à Londres qu'elle n'a pas de carte blanche au Moyen-Orient. Puis, 10 ans plus tard, Eisenhower a fait quelque chose de plus stupéfiant. Il a exposé une approche américaine du Moyen-Orient. En 1967, vers la fin de sa vie, il a écrit un article dans Reader's Digest avec l'ancien directeur de la Commission de l'énergie atomique. Ils ont proposé d'appliquer le concept « atome pour la paix » au Moyen-Orient grâce au dessalement par énergie nucléaire, ce qui transformerait le désert en terres agricoles et fournirait eau et électricité aux Arabes comme aux Israéliens. La paix et la prospérité partagée, et non la haine orchestrée. Or, le premier secrétaire d'État de Richard Nixon, William Rogers, était issu de l'administration Eisenhower. Il avait été le procureur général d'Ike. Prenez note, Rogers était secrétaire d'État. Henry Kissinger était conseiller à la sécurité nationale lors de ce premier mandat. À la suite de la guerre des 6 jours de 1967 entre Israël et l'Égypte, Rogers a proposé un plan global pour une véritable paix arabo-israélienne. Le but du plan de Rogers était de mettre fin au conflit et non de le gérer perpétuellement. C'est la même tradition que Donald Trump ravive des décennies plus tard avec les accords d'Abraham, qui, à l'instar de la proposition initiale d'Eisenhower, mettent l'accent sur le développement économique des nations souveraines et leur prospérité partagée. C'est la même tradition que Franklin Roosevelt a défendue à Casablanca. Roosevelt contestait les méthodes britanniques du XVIIIe siècle qui, selon lui, prenaient plus à un pays qu'elles ne lui rapportaient. Il souhaitait que les colonies soient libérées de la colonisation britannique et française et les développer selon les méthodes économiques américaines. Mais le défi que Roosevelt lançait à Churchill s'est éteint avec lui. Et la tradition Eisenhower-Rogers s'est heurtée de plein fouet à Henry Kissinger, l'homme britannique infiltré,
Maintenant, avant d'aborder le rôle de Kissinger dans l'administration Nixon et la façon dont Donald Trump répare les dégâts, je tiens à vous encourager à vous abonner à la newsletter gratuite de Promethean Actions. Nous vous donnerons les informations essentielles dont vous avez besoin pour faire le tri dans le discours ambiant. Le lien se trouve en description. Alors, qui était Henry Kissinger et pourquoi le surnomme-t-on l'homme de l'intérieur de la Grande-Bretagne? Eh bien, pour commencer, il l'a admis. En 82, il a prononcé un discours devant Chatham House, le principal groupe de réflexion britannique, où il a déclaré « Quand j'occupais le poste de ministre des Affaires étrangères à la Maison-Blanche, j'ai mieux informé et impliqué le ministère britannique des Affaires étrangères que le département d'État américain. » Toute la politique étrangère de Kissinger reposait sur la doctrine britannique de l'équilibre des puissances, la doctrine de Metternich, le congrès de Vienne qui fut plus tard réinterprété sous le nom de géopolitique de la table ronde britannique. Kissinger n'a jamais souhaité le type de paix que recherchaient Eisenhower et Rogers. Sa doctrine n'a qu'une seule règle. On ne résout jamais vraiment un conflit. Vous y arrivez, vous opposez les nations ou diverses forces les unes aux autres afin que personne ne soit jamais assez fort ou assez pacifique pour se libérer. Ainsi, lorsque William Rogers a défendu son plan de paix global pour le Moyen-Orient, Kissinger a défendu une position opposée. Nixon était de plus en plus acculé par le Watergate et il a fini par céder à Kissinger. En septembre 1973, Rogers était écarté. Kissinger le remplaça au poste de secrétaire d'État. Et peu après, le déclenchement de la guerre du Kippour, le plan de paix échoua et les guerres reprirent. Et le Liban a été jeté dans le hachoir à viande. Observez comment cette doctrine fonctionne. Au milieu des années 70, Kissinger a orchestré une proposition qui traçait une ligne rouge à travers le Liban, entraînant la Syrie dans son sillage. Dès 1974, la diplomatie de navette de Kissinger à travers le Moyen-Orient battait son plein. En 1975, le Liban était plongé dans la guerre civile. Et cela resta ainsi, une zone de conflit gérée de manière permanente. Le 14 avril 2026, il y a un peu plus de 2 mois, en pleine opération américaine contre l'Iran, les ambassadeurs libanais et israéliens aux États-Unis ont rencontré en personne le secrétaire Marco Rubio pour la première fois en 43 ans. Et puis, la semaine dernière, le 26 juin, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord cadre trilatéral pour mettre fin au conflit déclenché par Henry Kissinger. Écoutez comment Marco Rubio l'a présenté. Nous sommes heureux d'annoncer la signature d'un accord cadre entre le gouvernement souverain du Liban et, bien sûr, le gouvernement d'Israël avec la médiation et le soutien des États-Unis d'Amérique qui jettent les bases d'une paix et d'une sécurité durable. Le peuple libanais souffre énormément depuis des décennies des conséquences de l'ingérence extérieure dans ses affaires. Ce qu'ils méritent, c'est ce qu'ils avaient autrefois et dont l'histoire récente témoigne. Un pays prospère et paisible, un pays diversifié où des personnes d'origine différentes pouvaient vivre et coexister côte à côte et qui, à bien des égards, faisait l'envie du monde entier. Mais le secrétaire Rubio a précisé que cela prendrait du temps. Nous vivons dans un monde différent de celui qu'Henry Kissinger a légué aux nations du Moyen-Orient. Écoutez un instant, à titre d'exemple, les paroles de conclusion de l'ambassadeur israélien. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse le Liban, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et tous ceux qui œuvrent pour la paix. Nous nous intéressons au potentiel de paix et de souveraineté, et non à l'équilibre des pouvoirs pour chaque conflit. Mais régler les guerres d'une seule région ne constitue pas une révolution à part entière, car Kissinger a appliqué la même doctrine à l'échelle mondiale et a pris en otage l'humanité entière. Et la semaine dernière, en plein désert, celle-là aussi a craqué. Le 23 juin, sur le site d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a assisté à la démonstration de faisabilité des armes à énergie dirigée américaines qui abattaient des drones, pouvant ainsi leur capacité à neutraliser des menaces bien plus redoutables. Les États-Unis développent aujourd'hui des technologies qui avaient été proposées il y a plus de 40 ans et qui avaient été bloquées par nul autre que Henry Kissinger. Car en 1972, Henry Kissinger a entériné le traité antimissile balistique, un traité dont l'unique but était de limiter la défense antimissile. C'était la mise en œuvre ultime de la doctrine de destruction mutuelle assurée, ou FOLI,
Ronald Reagan a tenté d'y mettre fin lorsqu'il a annoncé l'initiative de défense stratégique le 23 mars 1983. Il voulait rendre les armes nucléaires impuissantes et obsolètes, selon ses propres termes. J'ai témoigné lors d'auditions au Congrès en faveur de l'IDS et en décrivant comment elle constituerait un moteur scientifique pour l'économie. Mais les supérieurs impériaux de Kissinger ne pouvaient pas le permettre. Il a été parodié sous le nom de Star Wars et a été abandonné en raison de restrictions budgétaires. Mais regardez ce qui s'est passé dès que Donald Trump est devenu président. En janvier 2025, il a signé le décret exécutif 14186 qui prévoit la construction d'un dôme de fer, désormais appelé dôme d'or, pour notre pays. Il est précisé que les États-Unis dissuaderont et défendront leurs citoyens et leurs infrastructures critiques contre toute attaque aérienne étrangère sur le territoire national. Vous avez compris? Défendre, ne pas riposter. Défendre. Et le décret mentionne Ronald Reagan et son œuvre. Et cela met fin à la politique de Kissinger consistant à rester sans défense. À la destruction assurée répond désormais une défense assurée. Voilà la doctrine. Et White Sands en est la preuve. Mais il y a un autre aspect à cela. Le blog Défense l'a formulé ainsi. Une arme laser dont le coût par tir se mesure en dollars d'électricité et dont le chargeur est limité uniquement par l'alimentation électrique. Cela inverse totalement l'équation économique. La situation est dramatique en ce qui concerne la menace des drones. Plutôt que de neutraliser les drones avec des armes conventionnelles extrêmement coûteuses, les armes à énergie dirigée inversent la donne. Ce qui rendait la défense trop coûteuse a disparu grâce à la découverte de nouveaux principes physiques. Et ces dépenses ne se limitent pas à la défense contre les drones, elles incluent également la défense antimissiles. L'armée de terre et la marine dépensent 676 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre du système d'armes laser conjoint, afin de développer une capacité laser pour contrer les missiles de croisière entrants. Et le Pentagone a déclaré au Congrès en mai dernier qu'un engagement avait été pris envers le président d'inclure l'énergie dirigée dans une démonstration sous le dôme doré d'ici l'été 2028. Mais voici le mot de l'histoire. Un bouclier n'est réel que si la nation qui peut le construire l'est aussi. C'est pourquoi Exet envoie ce qu'il appelle un signal de demande pour relancer la base industrielle de défense américaine et sortir ses armes de ce qu'on appelle la vallée de la mort pour les remettre en production. Et c'est là que réside le cœur de tout. La doctrine de l'Empire est le pillage, le retard de développement et la guerre perpétuelle. La réponse américaine consiste à construire, à fabriquer, à inventer, à développer. C'est le système américain. C'est ce qu'Eisenhower a porté, et c'est ce pourquoi William Rogers s'est battu, c'est ce que Reagan a tenté d'atteindre, et c'est ce qu'Henry Kissinger a enterré. Et maintenant, Trump remet ça au goût du jour. Souvenez-vous des paroles que nous a laissées le vice-président. Le plus grand honneur que l'histoire puisse décerner est celui d'artisan de la paix. Eh bien, ils ont décerné un prix Nobel de la paix à Henry Kissinger, et il a passé sa vie entière à gérer des guerres. Mais le véritable artisan de la paix n'est pas celui qui contrebalance la terreur. C'est l'homme qui y met fin. C'est ce que Nixon a menacé de faire et c'est ce que Trump met en œuvre. C'est pourquoi, dans les deux cas, il faut les arrêter. Et que la fin de la doctrine qui a causé sa chute est la vengeance de Nixon. Alors, lorsque vous observez le quotidien au Moyen-Orient, souvenez-vous de ce que vous voyez réellement. Non pas un cessez-le-feu, un accord ou un mémorandum, mais le démantèlement d'une machine de guerre britannique centenaire, un pays et une doctrine stratégique à la fois. C'est l'œuvre d'un artisan de paix. Le titre que l'histoire honore le plus est celui que l'Empire craint toujours. Promethean Action s'est engagé à défendre les artisans de la paix contre l'Empire. Et ce combat atteint aujourd'hui son point culminant. Alors rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur ou contributeur. C'était votre résumé du lundi. Merci d'avoir regardé. Et pour soutenir ma chaîne de traduction La Décrypteuse Libre, je compte sur vous pour mettre un pouce, pour commenter mes publications et pour les partager, pour me donner une plus grande visibilité sur YouTube. Merci beaucoup, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.